Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal dont voici les titres. L'approche contractuelle, le ministre de la Santé imprime les marques aux populations d'Atapamé après celle de Blita. Il était question pour le professeur Moustapha Mijiawa d'éclairer la lanterne des populations sur les réformes prévues par le gouvernement dans les formations sanitaires pour leur bonne gestion. C'est pour améliorer l'accessibilité de toutes les couches sociales aux services de santé de qualité. De nouveaux chantiers sont ouverts pour le développement communautaire grâce au PUDC. Les sites qui doivent abriter les infrastructures de base à Tapamé viennent d'être réceptionnés par les entreprises en charge des travaux. Et puis, le coup d'envoi de la deuxième édition des joutes verbales francophones est donné à Lomé, une compétition destinée aux jeunes Togolais issus de différentes universités et écoles de la place. C'est pour tester leur art oratoire et leur connaissance de manière générale. Voilà pour les titres. Réforme de gestion des structures sanitaires publiques, l'approche contractuelle présentée aux acteurs concernés. C'est une nouvelle approche de gestion des structures publiques de santé au Togo et toutes les composantes de la société sont associées. C'est pour améliorer l'accessibilité de toutes les couches sociales aux services de santé de qualité à travers une utilisation optimale des ressources disponibles. Elle est basée sur la complémentarité des efforts entre le secteur public et privé. Sa mise en œuvre ne signifie ni désengagement de l'État de ses responsabilités. Augustin Kossi, Pierre Sousoupo pour l'étape d'Atapamé. La mise en œuvre de l'approche contractuelle dans les hôpitaux publics au Togo nécessite une démarche consensuelle et inclusive. Au centre hospitalier régional d'Atapamé, le ministre Mijiawa est venu toucher du doigt les réalités avant d'inviter les différents acteurs à accompagner le processus pour corriger les maux dont souffre le système sanitaire togolais. Des maux qui, ici, ont pour nom le non-respect des règles qui régissent l'exercice du métier, la rupture abusive des stocks et fuite des recettes. Un tableau quelque peu reluisant et qui exige une nouvelle méthode de gestion. Nous savons que cette méthode va amener beaucoup de rigueur. Ça va injecter dans la gestion des outils qui vont nous permettre de cerner un peu tout ce que nous engageons comme recettes. Et ça va nous permettre aussi d'élargir le plateau des investissements en relevant le plateau technique. Donc tout ça, ça va au profit de la santé de nos populations. Plus on travaille, plus les gens y vont. L'État injecte de l'argent. Ce n'est pas qu'à terme qu'il y ait des profits, mais c'est pour que les effets escomptés soient atteints. Donc nous avons conscience que si on met en place effectivement cette contractualisation et si c'est bien appliqué, c'est une bonne gouvernance qui va amener les structures à augmenter leurs prestations. L'amélioration des prestations dans les formations sanitaires et l'accès de tous à des soins de santé de qualité sont entre autres motivations du gouvernement en concédant la gestion des centres de santé à des sociétés contractantes. La ligne affectée au secteur, par exemple, pour 2017, représente 10% du budget national. L'État compte investir davantage pour plus de résultats via la contractualité. Lorsque vous prenez notre système de santé, vous constatez facilement qu'il y a un fossé entre les ressources injectées et les résultats. Et le fossé est notamment marqué par la population qui se plaint des prestations observées dans les structures de soins. Partant de ce constat et donc de ce fossé, le chef de l'État a dit qu'il s'agit avant tout d'un problème de gestion et qu'il faut régler le problème de gestion. Et c'est dans cette perspective qu'il nous a demandé de mettre en œuvre l'approche contractuelle. C'est-à-dire que nous signons un contrat avec une société spécialisée dans la gestion qui va nous aider à la mise en place d'outils d'une gestion orthodoxe. La phase pilote va durer 3 à 12 mois et concerne le CH Sylvanus Olympio de Lomé, le district sanitaire de Blita et le CH d'Atapamé. Puis, le système sera progressivement étendu aux autres structures sanitaires. L'expertise de l'ONG française Entraide Médicale Internationale et de la société belge Memisa
est sollicité avec des résultats escomptés. Des journées santé, travail, environnement et recherche ont été tenues à l'université de Kara, placées sous le thème stratégie de prévention des pathologies respiratoires en milieu de travail. Ces journées ont été conduites par l'association pour la promotion de la santé des travailleurs en partenariat avec celle franco-togolaise de médecine du travail. Nestor Mouzo pour plus de précision. L'université de Kara, disposée à respecter les standards internationaux en ce qui concerne la protection des travailleurs sur leur lieu de travail. Cette institution a déjà mis en place un comité de sécurité santé au travail. Elle s'est tournée à présent vers la POSAT, Association pour la promotion de la santé des travailleurs, et sa partenaire, la FTMT, Association franco-togolaise de médecine du travail, pour conduire la suite du processus. Cette activité baptisée Journée de santé, travail, environnement et recherche a engagé un débat sur les stratégies de prévention des pathologies respiratoires en milieu du travail. L'objectif principal, c'est de prendre le sujet sur les nuisances liées à l'empoussiérage et aux produits chimiques et avec leur atteinte sur l'appareil respiratoire. Et nous avons pensé qu'il faut d'abord sensibiliser les partenaires. La deuxième étape sera donc de pouvoir former les professionnels de santé au travail au dépistage donc des signes d'atteinte liés à l'empoussiérage. Nous allons définir ensemble un plan d'action consistant donc à mener des actions effectivement de sensibilisation d'abord, ensuite de pouvoir collecter les informations des uns et des autres sur les affections qui ont pu être enregistrées pour compiler et en faire donc déjà des données de base. Après ces journées de santé, travail, environnement et recherche qui concernent prioritairement les membres du comité de sécurité santé au travail, la POSAT va procéder à une visite médicale spéciale du personnel enseignant, technique et administratif de l'université de Kara et va travailler pour l'introduction d'une unité d'enseignement de sécurité, santé et environnement dans les curricula de formation des étudiants. Le processus de mise en œuvre du PUDC, programme d'urgence de développement communautaire, est en cours au Togo. Les sites qui doivent abriter les infrastructures de base viennent d'être remis aux entreprises en charge des travaux en présence des populations bénéficiaires à Atapamé. L'occasion de les sensibiliser sur l'importance du PUDC. Yves Agbevivi. Comme dans les 11 préfectures de la région des Plateaux, la préfecture de Logou vient de bénéficier d'un financement pour la construction de 11 structures scolaires composées de 15 salles de classe avec une direction, un magasin et de 2 blocs administratifs. À cela vient s'ajouter la construction du CMS d'Agbonou, évalué à 117 millions de francs CFA, financé par le programme d'urgence de développement communautaire PUDC, une initiative du chef de l'État qui, selon le préfet de Logou, Edo Akapo, à la remise des sites où seront réalisées les infrastructures est un appui nécessaire à la promotion de l'économie nationale, à l'épanouissement du citoyen et au recul de la pauvreté avec la réduction des insuffisances dans le domaine des infrastructures de base que sont l'éducation et la santé. La rencontre a servi de cadre pour la sensibilisation des populations sur le PUDC. La présentation a porté sur le PUDC, ses objectifs, les contextes dans lesquels il a été élaboré, les attentes du gouvernement, la raison pour laquelle le gouvernement a choisi de confier le programme, la gestion du programme au PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, et la manière dont le PNUD est en train de gérer ce programme de façon efficace, rapide, transparente et de qualité. Très satisfait, nous attendons, c'est que maintenant nous sommes informés. S'il y a des demandes à faire, nous savons à qui nous adresser et comment les procéder pour avoir ces programmes d'urgence-là. C'est en juin 2016 que le chef de l'État, Forissos Zinania Singbe, a lancé le programme d'urgence de développement communautaire, PUDC, à Mandjouri. À Atakpamé, les autorités administratives, locales et traditionnelles des 12 préfectures de la région des Plateaux ont été informées des structures dont leur localité est bénéficiaire.
La route nationale numéro 21, c'est celle qui quitte le carrefour Piaille qui passe par Sarakawa et Pessidé pour déboucher sur Kanté. Cette voie connaît des travaux en vue de son bitumage. 2 ans déjà que le chantier a été ouvert. À quel niveau sont les travaux? Nestor Mouzou est allé sur le terrain. Voyons ce qu'il en est exactement. Les bulldozers, les pelles mécaniques, les camions grues et autres engins sont entrés en action sur ce chantier en décembre 2014. La route nationale numéro 21 subit des travaux d'aménagement. Le gouvernement a entrepris le bitumage de cette route de 65 km qui va du carrefour Pia à Kanté, passant par Sarakawa, Pessidé et Kadjala. Les travaux d'exécution ont été confiés à l'entreprise Ebomaf qui est à près de 70% de sa mission contre 28% lors de la visite du ministre des Infrastructures mi-avril 2016. Pour que ces travaux s'exécutent dans les meilleures conditions, l'entreprise Ebomaf n'a pas lésiné sur les moyens pour nous mettre à disposition une forte brigade de matériel pour le terrassement et pour la réalisation des ouvrages aussi. Quand vous faites le rapport, on a 65 km de voies et on a fait 42,5 de terrassement. On est dans le délai. Nous avons à réaliser donc 65 km de route qui se composent d'une couche de remblai latéritique et ensuite d'une couche de fondation de 20 cm, d'une couche de base de 20 cm liée au ciment et d'un revêtement bitumineux de 5 cm. Il a rappelé bien évidemment que la couche de remblai latéritique a une épaisseur variable selon qu'on soit à tel ou tel endroit du projet. Dans les zones de dépression, ça peut varier. Souvent, on a 1 mètre, on a 2 mètres de remblai à faire. C'est variable. 129 ouvrages de franchissement sont prévus. Le pont de Pessidé sera de loin le plus long. Sa portée est de 120 mètres. Cet ouvrage concentre actuellement toutes les attentions des acteurs du chantier. Nous avons un pont à poutre à réaliser. Un pont à poutre qui se compose de 2 culées et ensuite on a 4 fils de piles à réaliser. Chacune des fils est composée de 3 piles essentiellement, des piles qui sont circulaires et ont un diamètre de 1 mètre. Ces piles sont surmontées par les éléments horizontaux qu'on appelle chevettes qui vont supporter les poutres qui à leur tour vont supporter le tablier du pont. Ce pont à lui seul va consommer 2 857 millions de francs CFA sur une somme de 59 74 millions destinés à l'ensemble des travaux, toutes taxes comprises. Travaux financés par l'État togolais sur ses fonds propres. Toujours sur les routes, les agents des services de péage au Togo sensibilisés pour une meilleure prestation de service. Ces derniers sont appelés à faire preuve de courtoisie et de conscience professionnelle, une initiative de la Société autonome de financement de l'entretien routier. Nestor Mouzou. La route du développement passe par le développement de la route. Et ce développement de la route nécessite de gros moyens financiers. Pour trouver les moyens de construire et d'entretenir les routes, les usagers sont mis à contribution à travers les systèmes des péages. Au Togo, la gestion de ces péages est assurée par la Société autonome de financement de l'entretien routier. Afin d'offrir un service de qualité au niveau des péages, la SAFER a fait former ses agents. À Alédio, à Défalé et dans les autres postes de péage, la formation a été sanctionnée par la délivrance des attestations aux participants. Il est de bon temps pour toute société, toute institution qui se respecte de former ses agents. Nous avons lancé un appel à concurrence où le cabinet MRH Consult a gagné le marché et est passé pour la formation. Et la formation était axée sur 3 modules. Et la conscience professionnelle, la communication interpersonnelle et ensuite l'accueil client. L'accueil client, pourquoi? Parce que nous voudrions que nos usagers, quand ils viennent ici, qu'ils soient bien accueillis et qu'ils passent ici en ayant un bon souvenir de leur passage au poste. Un agent formé est un agent capable de bien servir. Les employés des postes de péage de la SAFER ont donc reçu les outils nécessaires pour être à la hauteur des attentes. Si on n'a pas de bon comportement, les clients qui passeront seront toujours déçus et ils iront vraiment présenter un mauvais visage, un mauvais portrait du service et ça dépendra de nous. La conscience professionnelle qu'on nous a appris présentement, quand
on vient au service, il n'y a plus de retard. Il n'y a plus d'abandon de poste. Tout le monde est à sa place. Donc c'est un point. Au niveau de la communication, nous avons constaté que présentement les gens, en se parlant, se donnent du respect. Cette formation nous a permis sur le poste de savoir gérer les humeurs des usagers, de collaborer en tant que personnel au sein de la SAFER, de mener une réflexion commune pour gérer les difficultés que nous croisons sur le poste. La formation a eu lieu en novembre. 3 mois après, la SAFER estime qu'elle a déjà commencé par faire ses preuves. Depuis novembre à maintenant, nous voyons déjà les résultats. Nous avons enregistré de moins en moins d'incidents entre nos agents et les usagers. Et ça, c'est très important pour nous. Et nous voulons même arriver à un point où il y a 0 incident entre nos agents et les usagers. C'est un droit pour les agents, mais c'est aussi un devoir de la SAFER de renforcer les capacités de ses employés. La SAFER gère 6 postes de péage. Les agents des 6 postes ont bénéficié de la première formation qu'elle a initiée. La Banque mondiale fait le suivi du PIGCT, projet gestion intégrée des catastrophes et des terres au Togo. Après une sortie de terrain, la mission a procédé à la restitution dans le souci d'élaborer une feuille de route pour d'autres activités. Yasmina Kodia, Gérard Lagoudou. Officiellement, le projet gestion intégrée des catastrophes et des terres PGCT prend fin en juin 2017 au Togo. Cette 7e mission de suivi du PGCT a permis de relever les acquis et d'élaborer des orientations pour leur pérennisation. Les résultats issus des différents travaux de cette 7e mission ont été restitués au ministre en charge de l'Environnement par une délégation de la Banque mondiale. Et chaque 6 mois, on fait des missions de suivi. Et moi, j'ai la chance d'être au Togo ici et de pouvoir aller de temps en temps sur le terrain et voir comment est-ce que les activités se déroulent. Quand nous faisons une mission comme ça, c'est tous les collègues spécialistes dans chaque thématique qui arrivent. Et ce que la mission a ajouté, c'est que par rapport au niveau des mesures de sauvegarde environnementale, la mission a constaté que le gouvernement, à travers son appui et le projet, avec son appui aux communautés, le projet, je veux dire la coordination du projet, avec son appui aux communautés, aux projets, ils ont pu intégrer systématiquement la prise en compte des aspects environnementaux dans l'exécution de tous les sous-projets. Et les populations ont vraiment accueilli avec beaucoup d'intérêt des activités qui visent, comme je dis, à améliorer leurs conditions de vie, à créer des activités pour générer des revenus. Et c'était une réunion pour voir aussi quelle pourrait être une continuation de telle activité, soit au niveau du ministère, soit dans le cadre de nouvelles collaborations et autres. Rien n'a été arrêté proprement dit, mais nous partons avec ce message comme quoi cette collaboration a été fructueuse et qu'il faudrait explorer les moyens de renouveler cette expérience, soit avec la banque, soit avec le gouvernement ou même avec d'autres partenaires. Financé à hauteur de près de 17 millions de dollars américains, le projet PGCT a permis depuis 2013 de renforcer les actions du gouvernement togolais en matière de la réduction des risques et catastrophes, de la gestion durable des terres et de la lutte contre les effets liés au changement climatique. Au-delà des appuis institutionnels aux différents ministères impliqués, 107 projets communautaires ont été réalisés au profit des populations. La femme, première éducatrice de la société, s'intéresse à la culture de la paix. À Lomé, les femmes de différentes dénominations religieuses se sont réunies autour du thème « La culture de la paix dans nos sociétés, responsabilité et contribution de la femme », une initiative du magazine Le Pacifique qui veut promouvoir les valeurs de la tolérance et renforcer leur capacité sur les notions de la stabilité et la paix, en vue de l'instauration d'une société sans conflit. Yasmine Kodia, Clarisse Atikle. Qu'elle soit chrétienne, musulmane ou d'autres obédiences religieuses, la femme est appelée à être une actrice de paix. C'est cette même valeur qu'elle doit transmettre à ses progénitures pour l'instauration d'une société sans conflit ni heurts. Ce rôle, elle doit se l'approprier et c'est ce à quoi s'attelle ce forum des femmes pour la culture de la paix, où l'accent est mis sur l'éducation que la femme doit donner aux enfants.
il y a l'humilité, la concorde, le dialogue, la compréhension entre les êtres humains, entre vous et vos semblables. C'est ce soubassement-là, le respect de l'autre, la valeur de l'humilité, de la vérité, de l'honnêteté, du travail que la femme doit apprendre à tout être humain quand la vie naît chez elle. Le magazine Le Pacifique, dont le credo est la promotion de la culture de la paix, a initié cet espace d'échange et de réflexion pour édifier les femmes sur la culture de la paix dans nos sociétés, responsabilité et contribution de la femme. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation et que la femme joue un rôle très important dans le foyer, dans la famille et dans nos sociétés. Aujourd'hui, nous avons voulu associer les femmes là pour transmettre ce message aux enfants, à leurs enfants, à la nation et dans le monde entier. À l'heure où les défis sécuritaires deviennent de plus en plus énormes, où le terrorisme, l'intolérance et les conflits armés sont légion, le cercle familial est le lieu par excellence pour garantir et consolider la paix. Et c'est la femme qui jouera le rôle majeur. Une centaine d'agents conducteurs de la CET ont suivi une formation de 2 semaines sur la prévention routière et l'entretien des véhicules automobiles. Une rencontre donc organisée par le Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel, FNAF-PP, en collaboration avec le cabinet Auto-École Adonai. C'est pour réduire les accidents de la circulation, la consommation excessive du carburant et les défaillances du matériel automobile. Dodo Waré et Patrice Bouko. Les responsables de la compagnie énergie électrique du Togo veulent de la formation continue un axe essentiel de renforcement des compétences du personnel de cette structure. La cible privilégiée, les agents conducteurs. Pendant une semaine, ils ont été recyclés sur la prévention routière, la maintenance des engins, ceci afin de leur permettre d'amoindrir les risques d'accident. Vous savez qu'un homme au volant est un risque pour lui-même et pour tous ceux qui sont dans la rue. Donc nous voulons qu'on prenne soin des biens de la CET que sont les véhicules et que la vie de ceux qui conduisent nous importe. Si les propriétaires des véhicules sont en mesure de bien gérer certaines notions techniques, ils pourront finalement, quand on leur donne un véhicule, gérer le véhicule comme si c'était leur propriété privée. Une phase théorique et pratique saluée par les bénéficiaires qui apprécient cette initiative des responsables de la CET. Ça change beaucoup les comportements, ça booste les comportements et ça nous apprend à ne pas conduire et faire des conduites agressives. Ça nous permet de faire des conduites économiques. Pour les responsables de la CET, la formation continue est indispensable dans la recherche d'un bon résultat à travers la prestation de services du personnel. Une formation rendue possible grâce à l'appui financier du Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel FNAF-PP. Épilogue ce vendredi de la session de formation des chefs de division de l'Office togolais des recettes OTR. Elle a porté sur le développement du civisme fiscal au Togo, ce qui a permis aux participants de se familiariser davantage avec les différentes facettes du civisme fiscal afin de pouvoir les transmettre aux contribuables. Lucas Yves Agbevivi. Les chefs de division et de service de l'Office togolais des recettes OTR s'approprient les stratégies à même de leur permettre d'amener les contribuables à payer volontairement leurs taxes et impôts. Après 10 jours d'échanges et de travaux pratiques, ils sont désormais outillés pour offrir des services de qualité aux contribuables et mobiliser plus de recettes au profit de l'État. Il s'agit en fait de faire en sorte que le citoyen accepte l'impôt. Il s'agit de lui donner les arguments nécessaires, de lui faire savoir, comprendre ce que nous faisons avec l'impôt, ce que l'État fait avec l'impôt, quelles sont les réalités pour lesquelles le citoyen doit être contraint de payer l'impôt, parce que, comme vous le savez, aucun citoyen ne doit rester à l'écart de l'impôt, parce que l'État n'a pas d'argent quelque part où puiser. Et c'est, pour le dire ainsi d'une façon brève, les efforts de tous les citoyens qui permettent à l'État d'avoir des ressources nécessaires pour développer le pays. S'acquitter de ces taxes et impôts relève d'un devoir civique.
devoir que le TR entend inculquer aux contribuables à travers des séances de sensibilisation. La mission, c'est d'aller améliorer les relations entre les contribuables et nous. Deuxième mission, offrir de meilleurs services. Parce que les contribuables qui viennent payer, ils ne voient pas tout de suite la contrepartie. Donc il faudrait que nous leur facilitions les choses. Donc il faut que la facilitation soit le maître mot de ce qu'ils vont faire. Et ensuite, leur indiquer la voie à suivre en matière de respect des obligations. Le citoyen qui est au courant de cette voie et aux obligations peut facilement remplir ses obligations fiscales. Les impôts et taxes collectés par l'Office togolais des recettes permettent au pays d'accroître son assiette fiscale et de mieux répondre aux besoins des populations. C'est parti pour la deuxième édition de Joute verbale francophone, un événement placé sous le thème « Une jeunesse citoyenne et prise de paix et de liberté pour le développement durable ». 12 universités et écoles d'enseignement supérieur du Togo y prennent part. Les joutes verbales francophones servent de lieu à l'art oratoire et de débat sur la bonne gouvernance et de développement durable. Gérard Laboudou. Sur les 12 écoles et universités retenues pour la deuxième édition du championnat des joutes verbales francophones, 8 ont jeté leurs forces dans la bataille ce samedi. ESIG Global Success, la faculté des lettres de l'université de Lomé, IAEC UBK, ESIAGA Mordei, SGIS, IERIS, la faculté des sciences de l'université de Lomé et l'ISDI. Une vitrine de promotion de la langue française à travers l'art oratoire où pendant plusieurs minutes, deux formations adversaires s'affrontent dans un débat contradictoire sur différents sujets liés à la paix, à la non-violence, à la liberté et bien d'autres thématiques sociales. Une initiative de l'association Jeunesse Unie pour une Nouvelle Afrique qui entend donc renforcer les compétences des jeunes en les amenant à prendre des responsabilités, à respecter les valeurs sociales et éthiques, à cultiver l'esprit d'équipe et à adopter des comportements du vivre ensemble. D'où le thème « Une jeunesse citoyenne et prise de paix et de liberté pour le développement » a été retenu pour cette compétition. À l'issue des différentes confrontations, 4 équipes ont tiré leur épingle du jeu. Il s'agit de la faculté des lettres de l'université de Lomé, SGIS, IAEC UBK et l'ISDI. Mais tout est encore jouable pour les 4 formations éliminées dans cette première phase de la compétition. La deuxième phase et les quarts de finale auront lieu les 1er, 4 et 11 mars prochains à l'Institut français du Togo. Les demi-finales suivies de la grande finale se tiendront le 18 mars 2017. Sport football avec le tournoi Charles Debache. La première édition, le match de cet après-midi a opposé le FC Cité Millennium et Traoré FC. Score final après les tirs au but 8-7 en faveur du football club Cité Millennium. C'était en présence du ministre en charge des sports, Guy Madé Lorenzo. Sylvain Abdou. Faire du football un vecteur de cohésion sociale, c'est bien la dynamique impulsée à cette première édition de ce tournoi dénommé Charles Debache. Après les éliminatoires, 2 équipes, FC Cité Millennium en rouge et Traoré FC en orange, ont détenu leur ticket pour la finale. À l'entame de la compétition, chaque équipe a su mettre en relief sa technique offensive qui malheureusement n'a pas permis d'ouvrir le score. Elles vont à la pause 0-0. À la reprise, c'est FC Millennium qui tente d'ouvrir le score à 2 reprises, mais pas de réussite. Et le score reste toujours nul à la fin du temps réglementaire. C'est finalement au tir au but que FC Cité Millennium a concrétisé son rêve, celui de gagner cette finale. Score à l'issue des tirs au but, 8-7. Je suis très ému pour la victoire. Je remercie beaucoup notre coach qui nous a... Déjà, vous n'êtes pas sans savoir que l'équipe adverse est un adversaire de taille. Donc, on a coincé le milieu et dans tous les compartiments, tout a été joué. Et je pense que c'est ça qui a fait notre victoire. Et c'est avec des manifestations de ce type qui deviennent de plus en plus populaires que se répandra le sport de haut niveau au Togo, comme il a déjà commencé à le faire. Nous nous insérons tous dans le cadre défini par le chef de l'État, qui est de porter le Togo à l'excellence dans tous les domaines, et le domaine sportif est un des domaines les plus importants à cet égard.
Cette compétition est une opportunité pour amener les jeunes amoureux du ballon rond à cultiver des valeurs telles que le respect de l'autre, le vivre ensemble et surtout les inciter à faire du football roi un facteur de cohésion et de l'épanouissement. La vision que nous poursuivons, c'est-à-dire de développer le sport de masse, le football à la base, eh bien, cela se concrétise week-end après week-end. Et ce que nous avons vu cet après-midi ici, dans le cadre de la finale de la première édition du tournoi de la cité Millennium, j'espère que dans d'autres quartiers de Lomé et dans les autres quartiers des grandes villes du Togo, nous allons pouvoir assister à ces manifestations sportives qui réunissent notre jeunesse et tous les amoureux du ballon rond. Démarré le 27 janvier dernier, 6 équipes ont pris part à ce tournoi. Au-delà de son caractère national, des Maliens résidant au Togo étaient aussi en liste. C'est d'ailleurs l'équipe finaliste perdante. Le meilleur buteur, meilleur entraîneur et meilleur joueur, chacun est reparti avec une récompense. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Nos programmes se poursuivent. Je vous souhaite une très belle soirée et un bon début de semaine.